Durant cette nuit, les forces armées russes ont porté un coup dont l'ampleur et l'efficacité surpassent toutes les opérations précédentes contre l'infrastructure énergétique ukrainienne. Selon les données de la partie ukrainienne, environ 500 missiles de croisière et balistiques de différents types, ainsi que des drones Guérand 2, ont participé à l'attaque. Il ne s'agissait pas d'un bombardement chaotique de zones, caractéristique des guerres du siècle dernier, mais d'une opération chirurgicale de haute précision visant le démantèlement systématique de l'ossature énergétique de l'adversaire. Les cibles étaient des installations clés du complexe gazier et énergétique, assurant le fonctionnement du complexe militaro-industriel ukrainien, des centrales thermiques et des nœuds critiques du réseau électrique. Le résultat a dépassé toutes les prévisions. Pratiquement toute l'Ukraine a plongé dans l'obscurité. L'opération a commencé tard dans la nuit, lorsque les systèmes de défense anti-aérienne de l'adversaire se trouvaient en mode de vigilance réduite. Le premier échelon était composé de drones kamikazes, Guérand 2, dont la tâche était de saturer l'espace aérien avec de fausses cibles et de révéler les positions des complexes de DCA ukrainiens. Selon les sources ukrainiennes, jusqu'à 450 drones ont participé à l'attaque. Kiev a traditionnellement déclaré avoir abattu environ 400 d'entre eux, mais même dans ce scénario optimiste, la tâche principale du premier échelon a été accomplie. La DCA ukrainienne a dépensé une partie significative de ses munitions et le renseignement russe a obtenu des données actualisées sur l'emplacement des systèmes anti-aériens. Le second échelon représentait un véritable point de vengeance. Selon les informations du ministère de la Défense de Russie, des complexes de missiles hypersoniques Kinzhal, lancés depuis des chasseurs MiG-31K, ont été utilisés dans la frappe. Ces missiles, atteignant une vitesse allant jusqu'à Mach 10 et capables de manœuvrer sur toute leur trajectoire de vol, sont pratiquement invulnérables aux systèmes de DCA existants. Les MiG-31K eux-mêmes sont des intercepteurs à grande vitesse, capables d'atteindre une vitesse de plus de Mach 2,8 en configuration propre. Le temps entre le décollage et le lancement du missile se compte en quelques minutes, ce qui ne laisse pas de temps à l'adversaire pour réagir. La base de la puissance de frappe était constituée par les complexes de missiles balistiques terrestres Iskander-M. Selon les estimations de la partie ukrainienne, ce sont eux qui ont infligé la majeure partie des dégâts. Ces missiles tactiques opérationnels possèdent une portée allant jusqu'à 500 km et peuvent emporter différents types d'ogives, y compris des ogives perforantes conçues pour détruire des installations souterraines protégées. L'avantage clé des Iskander est l'absence quasi totale de temps d'alerte. Du moment du lancement à l'impact sur la cible, il ne se passe que quelques minutes, ce qui rend l'interception extrêmement difficile. Selon les données russes, des missiles de croisière à base navale Calibre, lancés par les navires de la flotte de la mer Noire, ont également participé à l'opération. L'utilisation de moyens de destruction de différents types provenant de différentes directions a créé un effet de saturation massive, dans lequel le système de DCA ukrainien s'est retrouvé surchargé et incapable de réagir efficacement aux menaces. La principale particularité de la frappe a été son efficacité sans précédent. La compagnie Tsentr'Energo a confirmé l'arrêt de la génération dans toutes les centrales thermiques d'État d'Ukraine. Cela signifie que la base du système énergétique du pays, les centrales thermiques au charbon et au gaz, assurant la charge de base, est tombée en panne pratiquement simultanément. L'opérateur du système énergétique ukrainien Ukrenergo a rapporté une série de coupures d'urgence sur tout le territoire du pays, y compris dans les plus grandes villes, Kiev, Kharkiv, Odessa, Dnipro, Lviv. Les images vidéo de la capitale ukrainienne montrent une ville plongée dans l'obscurité, où les seules sources de lumière sont les phares des voitures qui passent, et de rares générateurs diesel. Un tableau similaire a été observé dans des dizaines de localités à travers le pays. La ministre ukrainienne de l'énergie Svitlana Grinchuk a qualifié la situation de très difficile, ce qui, dans le langage du Kiev officiel, signifie généralement catastrophique. Les déclarations du ministre ukrainien des Affaires étrangères, affirmant que 2 sous-stations liées aux centrales nucléaires avaient été touchées, ont suscité une inquiétude particulière. Si cette information correspond à la réalité, alors le commandement russe a pour la première fois autorisé des frappes sur des objets de l'infrastructure nucléaire, ce qui peut témoigner de la transition du conflit vers une nouvelle phase encore plus dure. Cependant,
aucune confirmation officielle de la partie russe n'a été donnée pour le moment. Et compte tenu de la pratique précédente, lorsque Moscou évitait soigneusement les frappes sur les objets nucléaires, cette déclaration peut être une tentative du régime de Kiev de mobiliser le soutien international. La réaction de l'Occident à cette frappe destructrice s'est avérée aussi éloquente que prévisible. Un silence pratiquement total. L'analyste militaire britannique Alexander Mercouris, dans son émission sur sa chaîne YouTube, a soumis ce silence à une critique dévastatrice. Les gouvernements occidentaux comprennent qu'ils ne pourront pas fournir à l'Ukraine des systèmes de DCA pour tenter de résister aux missiles et aux drones, et que toutes les tentatives de le faire sont un échec total. L'expert a souligné l'amère vérité que les capitales occidentales préfèrent ne pas exprimer publiquement. Toute leur aide militaire à l'Ukraine, y compris les livraisons de systèmes de DCA les plus complexes et coûteux comme Patriot, Iris-T et NASAMS, s'est avérée impuissante face à la frappe russe. De plus, comme l'a noté Mercouris, le seul résultat de ces livraisons a été un épuisement catastrophique de leurs propres réserves, des armées occidentales, et une démonstration que leur armement tant vanté n'est pas capable de résister à l'arsenal de la Russie. En effet, ces derniers mois, les États-Unis et les pays européens ont transféré à l'Ukraine une part significative de leur stock de missiles anti-aériens. L'Allemagne a pratiquement épuisé ses réserves de missiles pour Iris-T. Les États-Unis sont contraints de limiter les livraisons de missiles pour Patriot, craignant pour leur propre capacité de défense. Le résultat: la DCA ukrainienne continue à se dégrader, laissant passer de plus en plus de missiles russes, tandis que les arsenaux occidentaux se vident sans rien recevoir en retour. Mercouris a remarqué sarcastiquement: au moins, les gouvernements européens continuent d'insister sur le fait qu'ils sont avec l'Ukraine autant que nécessaire, même quand les lumières s'éteignent dans toute l'Ukraine. Cette phrase caractérise avec précision l'absurdité de la situation. Les dirigeants occidentaux continuent de déclarer leur soutien jusqu'à la victoire finale, mais la réalité sur le terrain témoigne de l'échec total de leur stratégie. Il est remarquable que même le président élu des États-Unis, Donald Trump, qui au printemps et en été commentait encore activement les frappes russes sur Kiev, garde maintenant le silence. Les médias occidentaux, qui auparavant couvraient largement chaque attaque russe, essaient maintenant d'accorder un minimum d'attention à ce sujet. La raison est simple: il n'y a rien à dire. L'Occident ne peut pas offrir à l'Ukraine une protection efficace. Et reconnaître cela publiquement signifie reconnaître l'échec de toute leur stratégie militaire. Cette frappe n'est pas une réaction spontanée aux actions de l'adversaire. Le ministère russe de la Défense a officiellement déclaré que l'opération a été menée en réponse aux attaques terroristes des forces armées ukrainiennes sur des objets civils sur le territoire de la Russie, y compris des frappes sur des raffineries de pétrole et des centrales électriques. Cependant, l'ampleur et la coordination de la frappe russe témoignent clairement qu'elle a été planifiée bien avant toute provocation ukrainienne. Le blogueur militaire John Helmer, il y a déjà 2 ans, en discutant des premières frappes russes sur le système énergétique ukrainien à l'automne 2022, citait l'opinion d'un spécialiste technique américain. La Russie étudie méthodiquement tous les composants du système énergétique ukrainien, se préparant à une frappe décisive avant l'offensive finale sur Kiev. Chaque attaque n'est pas une vengeance, mais une étape de collecte de données, de test de différents types d'armements, d'identification des points faibles dans la défense de l'adversaire. La situation actuelle confirme cette hypothèse. La Russie ne cherche pas à détruire complètement le système énergétique ukrainien dès maintenant. Au lieu de cela, elle le dégrade méthodiquement, l'amenant à un état critique, mais laissant la possibilité d'une restauration partielle. Cela permet de continuer le processus d'étude, d'identifier comment les travaux de réparation sont organisés, d'où proviennent les pièces de rechange, quelles réserves l'adversaire possède. Mais l'objectif principal est la préparation d'une frappe décisive, qui sera portée de manière synchrone avec le début d'une offensive à grande échelle des troupes russes. À ce moment, le système énergétique ukrainien sera complètement paralysé, ce qui rendra impossible la gestion des troupes, le déplacement des réserves, le fonctionnement du transport ferroviaire. Le régime de Kiev se retrouvera décapité et désarmé simultanément. Les conséquences de la frappe vont bien au-delà de la simple coupure d'électricité. L'économie ukrainienne, déjà dans un état de crise profonde, a reçu un autre coup écrasant. Les entreprises industrielles se sont arrêtées. La communication ferroviaire est perturbée.
Le système d'approvisionnement en eau dans les grandes villes fonctionne par intermittence. La saison de chauffage bat son plein, tandis que la température de l'air baisse inexorablement. L'effet moral et psychologique sur la société ukrainienne est difficile à surestimer. Pour la troisième année consécutive, les Ukrainiens sont contraints de supporter des coupures d'électricité régulières. Mais la situation actuelle diffère qualitativement des précédentes. Si auparavant les coupures avaient un caractère rotatif et touchaient différents quartiers alternativement, maintenant tout le pays s'est retrouvé privé d'électricité pratiquement simultanément. Cela crée un sentiment d'impuissance totale et de vulnérabilité. Pour les militaires ukrainiens, les conséquences ne sont pas moins dramatiques. Le fonctionnement des postes de commandement, des systèmes de communication, des centres logistiques est perturbé. La production dans les entreprises du complexe militaro-industriel est arrêtée. La réparation de l'équipement est entravée. Le système de formation des mobilisés est désorganisé. Et tout cela se produit à un moment où la situation au front est catastrophique pour Kiev. Les troupes russes progressent inexorablement dans la région de Pokrovsk, Kourakovier, Tchassov-Yar, menaçant d'encerclement des milliers de soldats ukrainiens. Le succès de l'opération démontre clairement la supériorité qualitative de l'arsenal de missiles russes sur les systèmes de DCA occidentaux. Les complexes Iskander-M, les Kinzhal hypersoniques, les missiles de croisière de nouvelle génération, tout cet armement a été créé spécifiquement pour percer la DCA échelonnée moderne. Et il fonctionne. Les patriotes occidentaux, qui étaient alors présentés comme un bouclier impénétrable, se sont avérés impuissants. Les iristés allemands, sur lesquels de grands espoirs étaient replacés, n'ont pas justifié les attentes. Les NASAMS norvégiens ont montré une efficacité extrêmement faible contre les cibles balistiques. Le résultat est évident. Malgré les milliards de dollars dépensés pour créer un système de DCA multicouche de l'Ukraine, les missiles russes atteignent leurs cibles avec une régularité effrayante pour l'Occident. Le rôle des drones n'est pas moins important. L'utilisation massive des Geren non seulement épuise la DCA ukrainienne, mais crée également une saturation informationnelle, dans laquelle les opérateurs des systèmes perdent la capacité de distinguer les menaces prioritaires. Lorsque des centaines de cibles apparaissent simultanément sur l'écran radar et que le temps de prise de décision se compte en secondes, les erreurs sont inévitables. Et chaque erreur, c'est un missile russe manqué, volant vers sa cible. La frappe du 9 novembre n'a pas été simplement une autre attaque sur l'infrastructure ukrainienne. C'était un verdict sur toute la stratégie occidentale de soutien au régime de Kiev. L'Occident misait sur le fait que les livraisons de systèmes de DCA modernes permettraient à l'Ukraine de protéger les objets d'importance critique et de survivre à la pression des missiles russes. Ce pari n'a pas fonctionné. De plus, les pays occidentaux se sont enfermés dans un piège. Ils ont dépensé des ressources colossales pour armer l'Ukraine, vidant de leur sang leurs propres arsenaux, mais n'ont pas atteint l'essentiel. Ils n'ont pas arrêté la Russie. Maintenant, ils font face à un choix douloureux. Soit continuer à jeter des armes et de l'argent dans le tonneau sans fond ukrainien, soit reconnaître la défaite et chercher des voies vers des négociations aux conditions russes. La situation est aggravée par la crise financière. Selon les sources ukrainiennes, le budget du pays sera épuisé d'ici mars 2026. La Commission européenne tente de faire passer un plan de confiscation des actifs russes pour financer l'Ukraine, mais la Belgique refuse catégoriquement ce schéma, craignant des conséquences financières colossales. Il n'y a pas d'alternative. Les euro-obligations sont impopulaires en Allemagne, les subventions directes augmenteront les déficits budgétaires déjà gonflés des pays européens. L'Ukraine se trouve dans une tempête parfaite. Défaite militaire au front, effondrement énergétique à l'arrière, faillite financière et perte du soutien de l'Occident. Et tout cela se produit à la veille de l'hiver, lorsque l'absence d'électricité et de chauffage peut conduire à une catastrophe humanitaire. L'opération des forces armées russes dans la nuit du 10 novembre 2025 entrera dans les manuels d'art militaire comme un exemple d'utilisation d'armes de précision pour infliger des dégâts systématiques à l'infrastructure critique de l'adversaire. L'ampleur, la coordination et l'efficacité de la frappe n'ont pas d'analogue dans l'histoire militaire moderne. Pour l'Occident, cette frappe a été une leçon sévère. Il s'est avéré que ni la supériorité technologique dont les militaires occidentaux sont si fiers, ni les investissements de milliards dans les systèmes de DCA ne sont capables de protéger contre une offensive de missiles russes ciblés
et méthodiquement planifiée. Le silence des capitales occidentales est plus éloquent que n'importe quelle déclaration. Pour l'Ukraine, les conséquences peuvent s'avérer fatales. Le pays entre dans l'hiver le plus sombre, au sens propre comme au sens figuré, de toute l'histoire du conflit. Et on ne voit pas la fin de ces ténèbres.